on doit, je veux dire, c'est qu'il y a quand même de positif, hein, toujours cette possibilité qu'on a de jouer avec les retournements, quoi. Enfin, jouer, c'est pas le mot qui convient, évidemment. Hein, mais enfin, on peut toujours compter dessus, que ça peut se retourner, et que, à condition d'attendre le temps qu'il faut, hein, ça va finir par se retourner. Eh bien, ma foi, quand ça va, oui. Je me permets de t'interrompre. Peut-être qu'il faudra essayer un peu accélérer le rythme. Ok. Et je le dis maintenant parce qu'on a encore du temps devant nous pour que ça ne se précipite pas à la fin. Ouais, ça va. D'accord. Bien, alors je vais alors tout de suite passer au deuxième cas. Hein. Oui, parce que là j'ai mis des considérations un peu théoriques, mais je reviendrai à la fin sur les considérations théoriques. Le deuxième cas, il est à la fois pareil à celui-ci et très différent. C'est-à-dire que celle-ci n'est, je n'ai absolument jamais considérée comme une patiente psychotique, alors que le cas de Pierre, c'est un cas de psychose franche. Je passe très vite sur l'histoire. Il a 41 ans maintenant, il est célibataire, il est le deuxième de la famille, il a une sœur un peu plus âgée. Il a fait des études très honnêtes. Sa mère, c'est ce qu'il dit, hein, sa mère voulait en faire un génie et elle a poussé à faire des études d'ingénieur parce que, enfin, il était fort en maths de toute façon et il se présente comme une victime de sa mère, comme victime du désir de la mère d'avoir un enfant génial. Bon, alors, il n'a jamais été vraiment génial, je ne crois pas. Mais enfin, il a terminé ses études normalement, et puis il a travaillé à l'université. Je crois que s'il a travaillé à l'université, c'est parce qu'il ne pouvait pas travailler ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous savez bien que l'université est le refuge de beaucoup de gens qui sont incapables de faire un pas hors de l'école. Hein. Alors, bon, lui, je crois qu'il ne pouvait vraiment pas vivre ailleurs que dans cette serre chaude qu'est l'université. Ça a marché jusqu'à un certain point, mais comme c'était un chercheur pur et que tout ce qu'il faisait ratait, on a fini par se rendre compte que même à l'université, il n'était pas rentable. Hein. Alors, heureusement qu'il était psychotique, le pauvre. Bon, alors, c'est pourtant pas difficile. La catastrophe arrive il y a 8 ans, où en même temps il perd son emploi et sa fiancée. Mais lorsqu'il raconte l'histoire, on voit bien ce qui s'est passé. En fait, il ne travaillait déjà plus depuis longtemps. Et il y avait très longtemps aussi que sa fiancée, ça ne voulait plus rien dire pour lui. Et si ça, à un moment donné, bon, ça s'est défait, mais c'est le résultat d'un processus qui était déjà en marche depuis longtemps. Mais la plupart des gens qui l'ont, enfin la plupart des psychiatres qui l'ont vu avant, ont décrété qu'il avait fait une dépression réactionnelle à la perte de son emploi et de sa fiancée. Je crois que ce n'est pas du tout vrai et qu'il n'y a aucune réaction là-dedans. Il y a un processus psychotique qui, à un moment donné, aboutit à un vide et puis c'est fini. Hein. Je veux dire, on se trouve devant quelqu'un qui est par terre, pourrait-on dire, hein, et qui ne va jamais être capable de se relever. Alors, actuellement, il a encore de temps en temps des idées, il croit qu'il va encore faire quelque chose de génial. Enfin, c'est très rare, je l'ai vu 2-3 fois comme ça,
Et alors, à ce moment-là, il est un petit peu exalté. Mais alors qu'on l'a considéré comme un maniaco-dépressif typique, ce n'est pas du tout un maniaco-dépressif, c'est un post-psychotique, je dirais, avec aucune production psychotique véritable, hein, c'est-à-dire il n'a jamais déliré, il n'a jamais halluciné, il n'a pas eu des comportements bizarres. Donc on pourrait dire c'est très difficile quand moi je pose j'ai dû faire un rapport pour lui, pour l'INAMI, hein, et j'ai dit c'est un schizophrène. Ben, on m'a dit mais non, il n'a jamais déliré, il n'a jamais fait ceci, etc. Mais je dis si, hein, c'est un schizophrène, parce que son histoire est l'histoire d'un schizophrène. Et ce qu'on voit maintenant, ce n'est pas du tout une psychose maniaco-dépressive, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, on voit qu'on est devant quelqu'un qui est déprimé, c'est vrai, régressé, c'est encore plus vrai, hein, et qui a de temps en temps des petits mouvements euphoriques, mais qui durent très peu de temps. Et il est surtout quelqu'un qui est installé comme ça dans une situation qui ne lui plaît évidemment pas, mais dont je n'oserais pas dire qu'il ne veut pas en sortir, mais c'est à peu près certain qu'il ne va pas en sortir. En tout cas, socialement, et retombe dans une dépression grave, et on se demande qu'est-ce qui arrive. Pourtant, les antidépresseurs avaient l'air de marcher, mais moi je pense, enfin c'est peut-être la seule chose originale que j'apporte aujourd'hui, hein, je pense que cette pathologie-là, qui est une pathologie à mon avis extrêmement répandue, et surtout une pathologie que rencontrent les psychiatres d'hôpital, et les psychologues d'hôpital aussi, c'est une pathologie qu'il faut quand même pouvoir traiter. Hein. Et je pense que, parce que ce sont des sujets qui, bien qu'ils aient quand même des ressources, hein, par moment, hein, que c'est les facteurs je n'aime pas dire de défense, mais les facteurs qui permettent de ne pas s'écrouler comme ça, comme dans les exemples que je vous ai donnés, ces barrières qui retiennent, ou ces filets, hein, qui retiennent le sujet, eh bien, ces filets sont troués quelque part. Et alors, ils passent à travers, et parfois on est très surpris parce qu'on croyait que le filet allait fonctionner, il ne fonctionne pas. Hein. Et effectivement, là, on voit qu'il y a c'est très, très flagrant dans le premier cas, hein, celui de Marie, où on pourrait dire que chez elle, il n'y a aucun idéal. Hein, mais je parle d'idéal au sens de quelque chose qui serait investi et qui permettrait justement de ne pas s'écrouler comme ça. Même pas un idéal sexuel, hein, pas d'objet sexuel qui pourrait fixer quelque chose quelque part.